Je suis Anne Chevrel, je suis la responsable du Master Concertation et Territoire en Transition. Je suis aussi praticienne de la concertation donc sur différents projets, notamment des projets énergétiques. Et je ne suis pas venue seule, je suis venue avec deux de mes étudiants de 4e année du Master cet été, qui travaillent en ce moment sur l'évaluation de la concertation sur un projet éolien, celui de la région de Dieppe-le-Tréport. Nous allons donc vous présenter une histoire en fait autour de la transition énergétique des parcs éoliens offshore. Alors pourquoi les parcs éoliens offshore? Parce que ça a été clairement présenté comme l'un des leviers de la transition énergétique. Les ambitions de la France étaient très importantes en la matière. Il y a plusieurs projets de parcs éoliens en mer qui existent aujourd'hui à l'état de projet, et nombre d'entre eux sont à l'arrêt ou en tout cas en souffrance et n'avancent pas aussi rapidement qu'on a pu l'imaginer. Pourquoi? Des procédures qui sont longues, évidemment, puisque ce sont des investissements très lourds, techniquement compliqués, mais aussi l'une des questions qui se posent sur l'éolien offshore aujourd'hui, c'est la question de l'acceptabilité sociale de ces projets, avec un questionnement qui est souvent porté par les porteurs de projets, parfois par les collectivités, c'est de se demander si la concertation n'est pas finalement une énorme menace sur les projets éoliens offshore, comme d'une manière plus générale sur les gros projets d'infrastructure, et des acteurs qui se demandent assez régulièrement si on ne prend pas le risque de voir capoter purement et simplement les projets à les proposer à la concertation. Ça, c'est la question de base, la question de la menace sur l'éolien. Est-ce que finalement faire participer, aller interroger les citoyens, ce n'est pas tout simplement condamner ces projets-là? Alors, c'est une question, pourquoi pas, on va essayer ensemble d'y répondre, peut-être, en tout cas en comparant deux projets, mais en même temps, il faut poser la question, le socle, c'est qu'on n'a pas le choix. Les projets éoliens offshore sont des très gros projets, ils relèvent de la loi Barnier. Et donc, puisqu'ils relèvent de la loi Barnier, ce sont des projets qui sont obligatoirement soumis au débat public, donc au débat public CNDP. C'est très différent des deux démarches qu'on vient d'explorer sur la précédente table ronde, qui sont des démarches volontaires sur lesquelles aucun d'entre vous n'avait d'obligation et où la concertation, la participation a été un choix. Dans le cadre des projets éoliens offshore, il n'y a pas le choix. On est au-delà de 300 millions d'euros d'investissement. On est dans des projets qui, de toute façon, ont un impact sur l'environnement et des forts enjeux socio-économiques. Donc, on est dans l'obligation de faire de la concertation. Et puis, parfois, ça marche, parfois, ça ne marche pas. Alors, je vais vous présenter deux situations, vous racontez deux histoires un peu différentes, celle du projet éolien offshore de Dieppe-le-Tréport et puis ce projet de la baie de Saint-Brieuc qui n'est pas très loin de chez nous. Très vite, un rappel des faits, c'est une histoire, c'est vraiment une histoire. Sur ce slide que vous ne voyez pas, je vous ai mis une date de départ qui est 2009, qui est le moment où la CNDP est saisie par la Compagnie du Vent pour lancer une concertation. Début du projet. Pas tout à fait. C'est un projet qui est déjà, en 2009, depuis près de 4 ans, dans les cartons de la Compagnie du Vent, Suez, qui est un projet donc déjà travaillé, et à ce moment-là, donc, il y a un débat public qui s'ouvre autour de ce projet. Le débat public a lieu d'avril 2010 à septembre 2010, et puis les conclusions du président de la CPDP, la commission particulière du débat public, sont rendues en octobre 2010. Le maître d'ouvrage, 3 mois après, annonce sa décision continuée. On se retrouve donc décembre 2010, la décision du porteur de projet, on va continuer, et 6 mois après, l'appel d'offres de l'État, ça fait partie des zones sur lesquelles l'État lance un appel d'offres pour des projets éoliens offshore, et là c'est le drame, parce qu'en avril 2012, eh bien, ce projet-là, il ne fait pas partie des appels d'offres retenus. Il est sans suite, pour des raisons que je vais vous expliquer. Échec. Échec
du premier épisode. Alors juste pour vous reparler de ce parc éolien, au moment du premier débat public, de la concertation, en 2010, il y a 3 projets possibles, avec 3 zonages différents. Il y a un projet littoral, tout proche de la côte, il y en a un qui est à mi-chemin, large, et il y a un projet grand large, très avancé dans la Manche, et on a 3 projets qui sont mis en débat. C'est ce qui est mis en débat par la CPDP. Avec évidemment 3 projets, ça ouvre le champ des possibles, et il y a évidemment des études qui sont faites pour comparer ces projets. Des études qui sont faites, qui comparent à la fois les effets en termes d'impact environnemental, en termes de visuel, en termes d'impact sur la pêche, sur les zones de pêche, en termes d'emploi, en termes aussi évidemment de production, de personnes qui vont pouvoir être alimentées par ce parc et de coûts. On a donc ces trois projets et, on va dire, un projet qui a un projet, je vais revenir en arrière si je peux, un projet qui est le projet préféré du porteur de projet, qui est le projet intermédiaire, le projet large. Donc il y a ce choix-là, c'est ce qui est mis en débat, et le débat il est absolument houleux. Dès le départ, en 2010, on se retrouve avec des réunions publiques, il y en a une douzaine. Il y a évidemment, comme classiquement, un site internet, des contributions, des cahiers d'acteurs. Et c'est vraiment un moment de bagarre. Sur le terrain, on se retrouve avec une opposition très très forte des pêcheurs, avec une opposition des élus locaux. Les maires des communes sont contre, une opposition des professionnels du tourisme et une opposition des associations environnementales. Alors, pour entrer dans le détail de ce qui se passe, on a un territoire qui explose dans son positionnement autour du projet. Il y a les conseils régionaux, les élus régionaux qui sont plutôt pour, qui portent le projet. On a la plupart des Comcom plutôt pour aussi. Les municipalités, à partir du moment où elles ne sont pas immédiatement concernées, elles sont plutôt pour. On a des acteurs économiques qui sont plutôt pour, sauf le tourisme qui est réellement opposé, vent debout contre le projet, c'est le cas de le dire. Et puis, on a des acteurs qui sont vraiment contre, les pêcheurs en tête, les acteurs du tourisme, et puis des associations environnementales qui se dispersent façon pulse autour de cette question-là. Avec d'un côté des associations environnementales plutôt orientées biodiversité qui s'opposent au projet, et les associations environnementales plutôt orientées transition énergétique qui sont favorables. Donc on se retrouve avec une situation extrêmement compliquée. Des questions importantes qui sont soulevées, celle du coût supporté par le consommateur, notamment CSPE, il y a vraiment une question sur le coût. La question des circulations maritimes, on est en Manche Est, c'est un endroit où ça circule, donc il y a cette question de la sécurité. Et puis, globalement, c'est trop visible, ça empêche la pêche, ça va avoir des répercussions économiques importantes sur l'activité principale de la région, tourisme et pêche. Donc, une opposition très très forte. Et on arrive à la fin de ce premier épisode. La CPDP est plutôt mitigée. Ce qu'elle pointe directement, c'est qu'il y a une ambition nationale sur l'éolien offshore, mais que là, localement, c'est la fronde, ça n'ira pas. Ça ne marchera pas. Et puis l'appel d'offres, l'appel d'offres, il est classé sans suite, déclaré sans suite, pour des questions de coût trop cher pour le consommateur in fine. Et puis, ça indique aussi que la question de l'acceptabilité a été prise en compte. Fin de l'épisode, on se dit c'est fini pour Diable Tréport. C'est pas fini, il y a un deuxième épisode, c'est relancé. Donc là, avec un débat public, un projet un peu différent. Il y a la question des acteurs, mais là où on avait au départ un projet qui était porté par Suez, en gros, là on a un projet qui est porté par Engie. Vous allez me dire, bon. On a un projet qui, vous allez le voir dans les zonages, est à peu près le même. Le projet est relancé, il y a un débat public entre avril 2015 et juillet 2015. Le bilan est rendu en septembre, la décision du maître d'ouvrage de continuer est annoncée. C'est
le scénario large dont je vous parlais tout à l'heure qui est retenu, celui qui est à 14-15 km des côtes, donc le même projet, à quelques variantes près, liées aux évolutions technologiques. On se retrouve à avoir moins de mâts parce que les mâts sont plus puissants. On est sur du 8 MW au lieu de 5 MW, donc on est à peu près le même projet. Et là, rien de nouveau. Rien de nouveau. Le débat public montre exactement la même opposition, très forte sur les mêmes questions. La question du coût aux consommateurs, donc, et du coût du projet, c'est un projet à 2 milliards. La question de l'impact touristique et de la visibilité, et la question de l'impact sur la pêche, et on peut aussi parler évidemment de l'impact environnemental. La fin provisoire de cet épisode 2, c'est que la CPDP commence à s'interroger sur la manière dont la concertation est faite sur les grands projets éoliens. Et la CPDP interroge une chose, c'est pourquoi est-ce qu'on fait de la concertation projet par projet alors qu'il s'agit d'une ambition nationale et qu'il aurait fallu lancer une concertation, un débat public et une grande discussion nationale autour de l'ambition éolienne, façade par façade, sur les façades maritimes. Donc on se retrouve avec une remise en cause du principe même de la concertation par projet éolien et une situation qui n'empêche pas le projet d'avancer. Aujourd'hui, c'est un projet qui n'est pas enterré. Mais, je vais revenir en arrière. Pardon, je ne maîtrise pas bien. De l'autre côté. Ouais. Hop. Comme ça. Le projet continue avec un engagement du porteur de projet à continuer la concertation au-delà du débat public CNDP. C'est quelque chose qui a lieu aujourd'hui et qui se passe dans des conditions difficiles. Et Lucie, donc, qui travaille là-dessus, va nous parler justement des difficultés du débat, post-débat public, de la concertation sur ce projet-là. Donc oui, tout à fait. Donc, bonjour à tous. Donc on est 4 étudiantes à travailler justement à l'évaluation de la concertation post-débat public sur le projet éolien Dieppe-le-Tréport. Donc depuis septembre, on travaille sur ce projet et on constate en fait qu'il y a eu vraiment des temps forts assez difficiles pour le projet. Notamment, il y a en octobre le parc naturel marin des estuaires et de la mer d'Opale, donc sur lequel le parc éolien serait en partie. Qui a voté contre le projet. Et il faut savoir que là, pour ce coup-là, c'est un vote qui est consultatif, qui n'est pas décisif, mais qui a mis quand même un coup dur au projet. Et c'est un vote qui a été ensuite transmis à l'Agence française de la biodiversité, donc l'AFB, qui, elle, doit se prononcer, qui a dû se prononcer à la suite de ce vote, et qui, pour le coup, c'est un vote qui est décisif pour le projet. Donc, après, il y a eu à peu près 3 mois de report du vote de l'AFB. Ils devaient se prononcer en novembre. Finalement, ils se sont prononcés en février, donc tout dernièrement. Finalement, l'AFB s'est prononcée en faveur du projet. Donc, à partir de là, aujourd'hui, donc, le porteur de projet, Engie ou MDT, a relancé des processus de concertation, mais il faut savoir que le contexte est très crispé et qu'il y a encore énormément de contre. Et à l'annonce en fait, de la décision de l'AFB, le président et les vice-présidents du parc naturel marin ont démissionné. Donc là, c'est vraiment de la cristallisation de crispation sur ce projet. Mais bon, aujourd'hui, la concertation continue, mais après, avec quelle marge de manœuvre possible, ça, c'est ce qu'on est en train d'évaluer, à peu près. Ce que Lucie vous explique, c'est que finalement, ce projet, aujourd'hui, on ne va pas dire qu'il est menacé, mais en tout cas, il est fragilisé par la concertation, entre guillemets, et en tout cas par des oppositions très fortes. Et le porteur de projet est dans une situation où on peut se demander comment il va se sortir de cette situation pour monter son projet. Puis, à contrario, en Bretagne, il y a un autre projet qui était quasi équivalent sur le papier, et sur lequel ça s'est très
très bien passé. Je vais mettre des guillemets, ça ne se passe jamais très bien. Mais ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé, en comparaison. Je vois des gens qui hochent la tête, mais réellement. Donc, Saint-Brieuc, au départ, centre éolienne de 5 MW. Pas très loin de la côte non plus, 16,3. On était à 14,15 à Dieppe. On peut dire que c'est à peu près la même chose. Un calendrier qui est un peu décalé, c'est 2013 le débat public. Et un débat public à peu près selon les mêmes modalités que le premier débat public sur Dieppe-le-Tréport, le même nombre de réunions. Et là, ça se passe relativement bien. Relativement bien au sens où c'est toujours houleux. Les réunions publiques dans ces situations-là, ça secoue un petit peu de temps en temps, mais les pêcheurs ne sont pas opposés au projet au moment du débat public. Ils sont plutôt dans une situation d'adhésion, mais vigilants. Les collectivités, le monde économique en Bretagne portent le projet très fort, très fort. Et là, il y a une sorte d'unanimité autour du projet. Et les associations environnementales, elles sont là aussi partagées, mais avec un positionnement plus favorable au projet que sur Dieppe-le-Tréport. Il y a beaucoup d'arguments pro-parc qui sont entendus. On a parlé du pacte électrique breton. Sur les positionnements des acteurs, et notamment les positionnements des collectivités territoriales, c'est l'un des facteurs qui fait qu'il y a un vrai consensus de l'ensemble des collectivités et des élus autour du projet de parc éolien. C'est parce qu'en Bretagne, contrairement à ce qui s'est passé en Normandie, le pacte électrique breton a réussi à tisser un véritable tricot, ou en tout cas des liens très forts, une sorte de web entre les acteurs, que ce soit les opérateurs, les concédants, les concessionnaires, les élus, les différents niveaux de collectivité. Ce pacte électrique breton fait que les collectivités portent le projet de façon assez unanime. Les nouvelles filières industrielles, bon là c'est un petit peu équivalent, mais c'est entendu. Et il y a ces questions, toutes ces questions qu'on peut lister, mais qui sont à peu près les mêmes que sur Dieppe-le-Tréport. Et puis suite au débat, et ça c'est un signe, si vous allez sur le site de la CNDP, les conclusions du débat public sur la baie de Saint-Brieuc disent « continuez ». En gros, le message, c'est allez-y, continuez. Continuez à être transparent, continuez à concerter, continuez à entendre et à tenir les engagements que vous avez pris avant le débat public et pendant le débat public. Et beaucoup de choses tiennent à ça, en 2 minutes. Le projet s'ajuste. Le projet répond à ces questions-là. Et le projet, aujourd'hui, donc depuis octobre 2014, c'est un peu différent. Mais grosso modo, à part les évolutions techniques, les évolutions qui répondent aux attentes des associations et des différents acteurs qui ont participé aux concertations, le projet est le même. Alors, entre les deux, qu'est-ce qui change? Évidemment, on ne peut pas transposer, on ne peut pas dire dans un cas, le contexte était exactement le même. Mais quand même, il y a quelques facteurs qui pour moi sont des facteurs de réussite de la concertation qu'on retrouve dans l'un des cas et qui n'ont pas été présents dans l'autre et qui, au moment de lancer une concertation, peuvent faire toute la différence, l'ont fait sur ces 2 projets. La stratégie de dialogue territorial des opérateurs n'a pas du tout été la même. Et c'est ce qui a fait sans doute une différence essentielle dans l'acceptabilité du projet. La première condition qui était à prendre en compte, c'était celle de l'articulation entre les différents acteurs, les différentes échelles territoriales autour du projet. Dans un cas, il y a eu un positionnement politique fort autour du pacte électrique breton qui a construit une cohérence du projet dans un projet territorial global. Et puis, on s'est retrouvé dans une situation où ce projet breton, le pacte électrique breton, c'est un projet de la région, s'est retrouvé en accord avec un projet national qui était celui de cette ambition sur l'éolien offshore. On n'avait pas cette situation en Normandie. Il n'y avait pas de portage territorial, régional, d'un projet qui soit un projet énergétique. C'est le premier facteur qui fait la différence autour d'un projet. Le deuxième facteur, et pour moi c'est le facteur le plus important quand on entre dans la pratique, c'est celui de la temporalité du dialogue.
Je vous l'ai dit, en fait, Engie portait, la Compagnie du Vent portait le projet de Diable-Tréport depuis 2005, mais le moment où le dialogue a commencé réellement sur Diable-Tréport, c'était 2010, avec le débat public CNDP. La différence dans la baie de Saint-Brieuc, c'est que le dialogue a commencé bien en amont, que les opérateurs, Elmarine a commencé à dialoguer avec les différents acteurs plus de 2 ans, de façon très concrète, plus de 2 ans avant le début du débat public. Ce qui fait quoi? Que le jour où on s'est retrouvé en débat public, une bonne partie des questionnements étaient déjà résolus. Une bonne partie des éléments qu'il fallait négocier, discuter, au moins avec certaines parties prenantes, ça s'était fait. Et ça a fait toute la différence dans la sérénité du dialogue. Et ce dialogue a pu, pendant le débat public, je fais très vite, pendant le débat public se passer beaucoup mieux, de façon beaucoup plus sereine, parce que je parle de négociations, et on en est là, hein, il y a eu des négociations en bilatéral, ces choses-là étaient faites en amont. Et que le suivi, aujourd'hui, continue à se faire sur ces modes de dialogue qui ont combiné collectif, par petits groupes, en bilatéral, et ont permis de construire un consensus sur le projet. Avant-dernier point de ce qui a pu faire avancer les choses, c'est que dans l'un des cas, plus que dans l'autre, l'opérateur est allé sur ce dialogue en ayant une bonne connaissance des positionnements des acteurs. Il savait, parce qu'il y avait eu des études de contexte de fait, qui étaient les parties prenantes, qui étaient les acteurs, quels étaient leurs positionnements, leurs questions, leurs craintes, ce qui leur a permis à la fois d'avoir une stratégie de dialogue pour répondre à ces attentes, et puis de pouvoir faire des propositions. Ce qui m'amène au point suivant, essentiel pour qu'une concertation fonctionne, c'est celui de la marge de manœuvre. Pour pouvoir faire des propositions aux parties prenantes, aux associations environnementales, faire des propositions aux opérateurs, aux pêcheurs, et ça a été fait, il y a eu beaucoup de choses de proposées, il faut avoir des marges de manœuvre sur le projet. Il y a des marges de manœuvre que les opérateurs n'ont jamais, c'est celui du modèle économique. Par contre, il y a tout le reste. Le zonage, dans le zonage, comment est-ce qu'on étend la zone, les questions des compensations, la question technique, des jaquettes, par exemple, du système d'accrochage des mâts au sol. Plutôt qu'une dalle béton, il a été choisi d'avoir un système sur jaquette à la demande de FNE, France Nature Environnement, qui était inquiet sur la biodiversité. Il y a eu tout ce travail de réponse aux attentes des parties prenantes qui a pu être fait parce qu'il y avait eu une définition de ces marges de manœuvre. Ça, on peut mettre en débat, ça, on peut dialoguer, concerter, et ça, en fait, le ça qui restait, c'était le modèle économique, on ne peut pas. Et puis, un dernier point, le tout dernier, l'approche de la concertation, c'est-à-dire de travailler à la fois, non pas seulement en débat public ouvert, où le débat public peut facilement tourner à, on va dire, à l'occasion juste de donner des tribunes et de se battre par les mots, mais d'utiliser d'autres méthodes, avoir des méthodes de dialogue en bilatéral, en petits groupes, en groupes techniques, d'alimenter par un travail de co-construction en mini-public des phases où on avait plus largement un large public et on pouvait être en consultation. Ça aussi, ça a fait la différence entre ces deux projets. Au final, ce que je voulais en dire simplement avec ces deux exemples très rapidement, c'est que pour les opérateurs, pour ceux qui portent des projets d'aménagement, et c'était le cas avec l'éolien offshore, il y a un enjeu aujourd'hui de la concertation, c'est que si on veut que ça se passe bien, il faut changer de posture. Il faut changer de posture, il faut y penser dès le départ, c'est une partie intégrante des projets, et il faut le faire avec sincérité, transparence, et en l'intégrant comme un élément du projet. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je vais me présenter d'abord, l'Association des îles du Ponant. En fait, c'est un statut associatif, mais c'est une association d'élus, puisque l'Association des îles du Ponant s'est créée en 1971 par la réunion des principaux élus, donc des maires des îles du Ponant, pour faire face aux défis de l'insularité. Donc nous agissons pour le compte des communes insulaires et je vais essentiellement vous présenter
Là, la situation des îles non interconnectées, puisqu'il y a deux catégories d'îles. Il y a celles qui ont un câble, comme Ouatedi qui a été présenté tout à l'heure, avec le fameux projet Embrun, qui est effectivement un projet tout à fait précurseur, avec une des premières centrales photovoltaïques construites sur les îles. Et puis les EDENI, zones non interconnectées, qui sont les îles les plus éloignées, Saint, Ouessant et Molène, donc qui produisent leur électricité elles-mêmes. Je vous présente très rapidement quelques images, donc, pour vous montrer où ça se situe. Donc l'île d'Ouessant, l'île de Saint, Molène, voilà, qui est juste à côté, et l'île de Saint. Voilà les trois îles dont il est question. Alors, Saint, vous allez voir, il y a quelques données qui sont importantes pour comprendre la situation. C'est une photo à marée haute, à marée montante, pardon, puisqu'on n'est pas à complète marée haute. Donc, vous voyez un peu la situation. Donc, 200 résidents permanents, altitude moyenne 2,35 m au-dessus du niveau de la mer, avec un maximum de 9 mètres niveau du sol. Il ne s'agit pas du niveau du bâtiment, pour 60 hectares. Donc ça peut être très ensoleillé, mais ça peut être aussi moins ensoleillé et moins accueillant. Notamment, les tempêtes d'hiver sont très remarquables et très spectaculaires, avec dans certains cas des dégâts assez importants. Ça a été le cas donc à la fameuse tempête de mars 2008, avec de fortes houles et beaucoup de dégâts sur les digues, et y compris sur la gare maritime. Molène. Petit archipel de Molène, donc une île principale et ses deux lés d'aînesse. Donc là, c'est pareil, c'est la même quantité de population, 211 résidents permanents, une altitude beaucoup plus élevée, puisqu'on est à 13 mètres en moyenne, avec un maximum de 26 mètres. Si on compare avec ça n'a rien à voir. Là aussi, il peut faire très beau, avec des paysages idylliques, mais ça peut être aussi beaucoup moins intéressant. Ouessant, je vais très vite puisque ce n'est pas la majorité de mon propos, c'est juste pour vous situer les îles et les grands enjeux en termes de population et d'énergie. Donc l'île d'Ouessant, la plus grande des trois îles non interconnectées, un peu plus de 1300 hectares, une population beaucoup plus importante, on est à presque 1000 résidents permanents, autour de 900 en hiver. Donc quand je dis 900 résidents permanents, c'est l'étiage de la population en période hivernale, puisque en période estivale, c'est multiplié par 6 en moyenne. Beaucoup plus haut, une altitude de 20 mètres avec un maximum de 60 mètres et donc 1500 hectares. Donc c'est une île qui est fameuse pour ses phares. Je vous en parle parce qu'effectivement c'est un marqueur du paysage, mais c'est aussi quelque chose qui a été déterminant dans l'arrivée de l'électricité sur les îles, puisque les îles sont arrivées d'abord, l'électricité est arrivée sur les îles pour alimenter les phares, avec le phare du Stif qui est le plus vieux phare de Bretagne, le phare du Créa qui est le plus puissant où était la station électrique, et puis des phares en mer qui sont très spectaculaires, la Jument. Là aussi, la situation peut être un peu moins idyllique que les images et les paysages de mer calme en été. Et vous avez donc d'autres phares tout à fait spectaculaires. Quéréon, au milieu du Fromveur. Alors, la situation énergétique, pourquoi je vais vous en parler sur ces aspects-là? En fait, c'est assez simple. Donc, vous avez compris l'altitude, vous avez compris la situation basée uniquement sur des diesels. Ça, c'est il y a une dizaine, dans les années 2010. Donc, toute production énergétique électrique était à base de diesel. Donc, ceci explique pourquoi, quand vous amenez un véhicule électrique avec une production des centrales électriques 100% diesel, votre véhicule électrique, il émet plus de CO2 que votre diesel. Le taux de conversion étant tel que, effectivement, ça pose question. Et bien évidemment, au niveau de la population et des élus, la transition énergétique s'est de suite posée comme une question très importante sur ces EDENI. Et on est là aussi sur des systèmes autonomes où chaque économie d'énergie a un ressentiment immédiat sur la production et les émissions de CO2. Alors bien évidemment, ce n'est pas la situation énergétique et le passage au taux renouvelable sur les îles non raccordées des îles du Ponant qui va changer quoi que ce soit au changement global, au changement climatique, mais vous comprendrez que la montée du niveau de la mer sur des îles comme Saint ou Molène, c'est quelque chose, même si la population dit même pas peur, c'est quelque chose qui a du sens. Quelques éléments sur la consommation énergétique pour vous donner un peu, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, où on en est de cette fameuse transition énergétique? C'est bien un programme de transition énergétique dont il s'agit, dans lequel la concertation et la participation de la population est importante.
Donc comment ça a démarré? Bien évidemment, on a commencé par travailler sur des bilans carbone, ça c'est autour des années 2010-2012. Ensuite, un premier programme a été bâti essentiellement sur le constat que là aussi, la majorité des habitations et des habitations permanentes étaient de véritables passoires. Donc c'est un programme d'intérêt général, puisque vu la structure et l'appartenance ou pas des îles à un programme concerté sur les programmes de l'ANA, amélioration de l'habitat, n'était pas possible. Donc ces 3 îles se sont réunies et les communes ont demandé à l'AIP de porter le projet sur le plan technique pour justement lancer ce programme d'intérêt général sur la rénovation de l'habitat qui a démarré en 2012 et qui s'est poursuivi jusqu'en 2017. Il s'est terminé, les derniers dossiers là, viennent de passer en commission des aides de l'ANA. Et c'est près de 20% des habitats permanents qui ont pu être traités sur les îles de Saint ou Saint-Molène. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrêtait là, mais c'est vraiment quelque chose qui, en termes de diminution de la consommation d'énergie, est quelque chose d'important. Alors, ça s'est traduit aussi par un engagement politique des communes avec la participation de la région, du département et un suivi de l'ADEME, donc par un engagement sur la transition énergétique en 2015 qui a réuni bien évidemment les différentes collectivités et aussi les industriels impliqués sur ces îles pour la production, donc EDF avec sa branche SEI, un système énergétique insulaire, donc qui administre et gère directement la production de l'électricité sur ces îles. Ensuite, Enedis, bien évidemment, et aussi l'entreprise Sabella avec son projet d'hydrolienne dont vous avez tous certainement entendu parler, qui travaille sur Ouessant depuis le tournant des années 2000 et qui travaille étroitement avec la population et la municipalité depuis le début. Alors évidemment, on a des programmes assez classiques de transition énergétique puisqu'on travaille sur la maîtrise et la dépense de l'énergie. On travaille aussi sur la production énergie renouvelable. Donc ce programme a permis d'engager des productions en plus de l'hydrolienne Sabella, des productions de solaire photovoltaïque, où là ce sont les collectivités qui ont mis à disposition leur toiture pour déjà commencer à engager la production d'énergie renouvelable. Donc ça s'est traduit là aussi par les premières centrales photovoltaïques relativement conséquentes. On est à l'échelle des îles et notamment par une unité de production sur un bâtiment municipal à Saint, la fameuse écloserie qui est tout près de la centrale de production qui elle-même est dans le phare. Vous voyez là encore l'importance des phares historiquement pour la production et le développement de l'électricité sur les îles. Donc c'est une unité qui produit à peu près 65 à 70 kW crête, qui est la première unité de production significative sur Saint. On suivit dans la foulée Ouessant avec les bâtiments de la salle Omnisport. Et là, il y a 3 autres projets en cours sur Ouessant. Il y en a 3 autres sur Saint aussi. Donc là aussi, il s'agissait d'engager les choses. C'est la politique peut-être des petits pas, avec la poursuite de tout ce qui est diminution de la consommation, avec des opérations auprès de la population, la mise en place d'éclairage public à base de LED. Donc on a transformé tous les éclairages anciens en éclairage LED, avec différents partenaires, le SDEF, les industriels, la région Bretagne qui nous a accompagnés dès le départ dans le cadre d'une boucle énergétique locale, d'un projet de boucle énergétique locale. Ça nous a aussi permis d'obtenir un contrat au titre de territoire d'énergie positive et croissance verte avec le ministère chargé de la transition énergétique, où bien évidemment là c'est l'énergie qui fait le plus gros volet, même s'il y a d'autres projets plus biodiversité, mais c'est l'énergie qui fait le gros de ce projet sur les îles du Finistère. Alors, l'accompagnement et la participation des populations étaient là aussi un volet très très important. J'y reviendrai plus tard. On a aussi un volet sur le pilotage et la gestion des réseaux. On est à chaque fois sur des micro-réseaux, c'est un réseau à l'échelle de l'île à chaque fois. Et puis un volet prospectif dans lequel nous avions inscrit dès le départ le stockage, en nous disant en 2015 quand nous avons commencé, le stockage ça viendra après, c'est trop ambitieux, on n'y arrivera pas. Eh bien, c'est déjà sur place, puisque en 2017, 2 unités de stockage conséquentes ont été mises en place par EDF pour faciliter la production avec un système de gestion de la production, là aussi du réseau, qui fonctionne plutôt bien et qui, dès l'été dernier, a permis sur l'île de Saint d'arrêter les jours ensoleillés, d'arrêter les diesels et de fonctionner uniquement sur le stockage et sur l'énergie renouvelable. Donc d'autres pistes sont bien évidemment en cours. On a un volet prospectif, ça c'était notre 5e pilier pour engagement de la transition énergétique. Donc c'était un engagement sur 3 ans.
on envisageait une diminution de 30 à 40% des émissions de gaz à effet de serre. Pour vous donner quelques éléments sur les premiers chiffres, donc je passe très rapidement sur voilà, les premiers éléments. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure des éclairages LED. On a fait des opérations de diffusion d'ampoules LED auprès de la population. On a fait tout un volet de remplacement des réfrigérateurs, là aussi, et appareils de froid, puisqu'on s'est rendu compte, lors de la concertation avec le public, que les îles étaient suréquipées en appareils de froid. Chacun avait 1, 2, voire 3 congélateurs. Et puis, les fameux générateurs, donc Wesson avec sa Salonisport, la turbine Sabella, qui a injectée donc, lors de l'hiver 2016-2017. On attend la remise à l'eau pour cet été de la machine débridée cette fois-ci, puisque la première fois, elle était bridée pour justement tenir compte des capacités d'injection sur le réseau. Le stockage, les smart grids avec l'utilisation des Linky, qui vont permettre là aussi des communications entre le cœur du réseau, le stockage et le pilotage. Vous avez là les premiers éléments de stockage sur Wesson, système de batterie lithium-ion, 1 MWh en capacité maximum. Donc voilà, les choses avancent. Et pour vous donner quelques chiffres, je reviendrai après sur l'implication de la population. On a pu, en l'espace d'une année, entre 2015 et fin 2017, puisque vraiment on a commencé fin 2015 et un bilan en septembre 2017, en fait vous avez ici la partie économie d'énergie, si on totalise la production et économie de gasoil, donc la production, les économies d'énergie. Donc on a globalement, en 1 an et demi de travail, effacé la production d'une des 2 petites îles de Saint ou de Molène. Donc le volet purement accompagnement vis-à-vis des populations, ça c'est quelque chose qui était très important dès le départ. Je vous ai parlé des premiers éléments qui est un programme d'intérêt général sur l'amélioration énergétique de l'habitat. Donc bien évidemment, il y a déjà eu beaucoup de communication sur ces aspects-là depuis 2012 jusqu'en 2015. Et quand on a recommencé en 2015, on a souhaité avec la population qui a toujours été impliquée, il y a eu énormément de réunions publiques sur l'ensemble des îles, on a mis en place un système plus structuré, avec dans un premier temps une sorte d'état initial avec des enquêtes auprès de la population, accompagnées par des sociologues, des sociologues de l'énergie, pour justement échanger avec la population. On est vraiment partie intégrante lors des échanges, avec beaucoup de présentiel, beaucoup de temps de discussion avec la population en individuel, avec là aussi une sorte de diagnostic de chacun des consommateurs volontaires. On a fait pratiquement 90 questionnaires, donc la première année, qui sont pour nous un élément de référence. Et là, pour faire simple, si on veut résumer quelle est la position des usagers et des insulaires, c'est d'abord, quand on tourne le bouton, avoir de l'électricité. Ça, c'est leur première demande. Éviter le blackout, c'est vraiment leur première demande. Ensuite, quand on leur parle énergie renouvelable, oui, du moment que quand on tourne le bouton, ça marche. Voilà quelle est la demande initiale. Ça, c'est très clair. Effectivement, les blackouts ne sont pas fréquents, mais ça arrive. Et quand ça arrive à Ouessant, par exemple, malgré la présence de 4 groupes électrogènes, où finalement, il y en a 3 sur les 4 qui sont en panne, donc, et c'est la période où vous avez la majorité de la population familiale qui revient, passer les fêtes en famille, ça a posé quelques soucis. Bon, ça a été vite résolu, mais c'est un traumatisme qui est bien réel et sur lequel vraiment les demandes, c'est on veut de l'électricité. Donc après, si c'est renouvelable, c'est mieux. Mais il y a quand même des écueils. Et si, pour faire simple, la méthode de production qui est la plus acceptée sur les 3 îles quand on fait un inventaire et quand on discute avec la population, c'est l'hydrolien. Malheureusement, la technologie n'est pas mature pour le moment. C'est clair, tout le monde mise dessus, tout le monde attend avec beaucoup d'impatience la remise à l'eau de l'hydrolienne, tout le monde espère que cette technologie en cours de développement va fonctionner, mais c'est celle qui est la plus facilement acceptée par la population.
Le solaire photovoltaïque, ça passe, globalement ça passe, il y a encore quelques réticences disant mais nos toits sont bien comme ça, pourquoi vous voulez mettre des choses sur les toits, sachant que jusqu'à maintenant, ce qui est proposé, c'est d'utiliser uniquement et dans un premier temps les surfaces artificialisées. On ne parle pas de centrales photovoltaïques au sol, on ne parle pas que ce soit sur des terrains naturels qui sont la majorité sur les îles, il y a très peu d'agriculture ou des terrains potentiellement agricoles. Donc globalement ça fonctionne sur le solaire photovoltaïque. L'éolien, c'est beaucoup plus compliqué. C'est clair, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a différentes explications, notamment une tentative à Ouessant qui n'a pas fonctionné donc, dans les années 80 et qui laisse un souvenir. En fait, quand vous interrogez la population, il y a un petit sourire sur l'éolien. Voilà. Donc la machine est tombée très vite. Ça laisse des traces. Concernant effectivement la suite, on a, grâce à nos enquêtes et à nos contacts avec la population, pu programmer des suites, c'est-à-dire l'implication vraiment des citoyens dans les usages. On est actuellement avec les différents industriels, avec la population et les différents acteurs en train de travailler sur un système d'heures creuses décalé en fonction de la production énergie renouvelable. Donc clairement, on aura, et on espère avoir quelque chose qui fonctionne en période de milieu de journée. Ça suppose bien évidemment la poursuite du développement du photovoltaïque, mais aussi quelque chose de beaucoup plus complexe en fonction du courant de marée, donc le fameux Frommer, qui est le courant entre Ouessant et Molène. Et là, évidemment, il va falloir qu'on puisse voir comment on met en place des heures creuses en fonction de cette production énergétique qui, par définition, est fluctuante au cours de la journée. Donc, bien évidemment, tout ça, ça fonctionne globalement bien. Actuellement, on est en train de mettre en place un programme, là aussi, avec les habitants essentiellement d'Ouessant, puisque c'est là qu'il y a le plus de sources d'énergie renouvelable différentes, avec le photovoltaïque qui est en place et qui se développe, avec l'hydrolien. On espère que la machine Sabella va revenir là, au début d'été et devrait pouvoir injecter pratiquement en puissance maximum près d'1 mégawatt donc sur le réseau, qui sera là conséquent. Donc ça, c'est en cours de mise en place. On espère bien évidemment, et il y a un projet éolien qui se met en place aussi sur Ouessant, qui permettrait au moins pendant une phase de maturation de la technologie hydrolienne de compléter le mix énergétique pour arriver à 100% d'énergie renouvelable très rapidement, les diesels ne servant plus qu'en secours. Donc voilà où on en est actuellement. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, en termes d'implication de la population, ils ont été impliqués à chaque fois sur toutes les campagnes de sensibilisation, de maîtrise de l'énergie, de les distributions de lampes LED. Ils ont participé activement sur l'échange de réfrigérateurs. On a la chance d'être sur une ZNI où les C2E peuvent être mobilisés, là aussi, de façon assez importante. Et l'objectif n'est pas seulement de rester sur ces îles non raccordées, mais on commence à travailler sur l'ensemble des autres îles. Et là aussi, il y a eu un programme TEPCV qui a permis sur les autres îles de développer essentiellement l'autoconsommation. Et on va là faire les campagnes de sensibilisation cette année. Voilà, je vous remercie. Donc, je suis Marianne Billard, je suis directrice de l'association Énergie citoyenne en Pays de Vilaine et animatrice du réseau Taranis, qui est le réseau de porteurs de projets citoyens d'énergie renouvelable en Bretagne. Donc, d'abord, l'histoire de l'association EPV, c'est l'association qui était à l'initiative des parcs éoliens citoyens qui ont été montés dans le pays de Redon, dont celui qui a été très médiatisé, le premier à Bégane dans le Morbihan, son petit frère qui est à Sévérac-Guinrouette, et un troisième qui a été mis en service l'année dernière sur la commune d'Avessac en Loire-Atlantique. Donc l'histoire, elle commence avec deux voisins qui, après avoir travaillé sur les économies d'énergie chez eux, ont voulu aller plus loin et ont voulu produire de l'énergie renouvelable. Ils se sont intéressés à une petite éolienne individuelle. Ils se sont vite aperçus que c'était pas pertinent, aussi bien au niveau économique qu'au niveau énergétique. Et ils sont vite allés vers un projet collectif, bien plus gros. Et comme ils sont très convaincants, ils ont vite agrégé du monde autour d'eux et constitué une association. Donc ça, c'était dans les années 2002-2003. Et ils ont commencé à étudier des vrais projets de taille industrielle. Ils se sont associés avec un bureau d'études spécialisé et ils ont étudié d'abord plusieurs sites
avant de trouver ceux de Bégan et Sévérac qui ont pu aboutir. Donc il y a eu d'abord 2 échecs. Ils ont été soutenus par la région assez tôt, au travers d'un contrat aidé qui leur a permis de continuer le travail aussi en interne, de faire ce travail de développement, jusqu'à aboutir à 2 parcs autorisés, donc un sur Bégan, un sur Sévérac et Guinrouette, avec des timings différents parce que les instructions aussi étaient sur 2 régions différentes et 2 départements différents, donc les autorisations n'ont pas été accordées en même temps. Le premier parc a été mis en service en 2014 et le deuxième en 2015. Je ne vous ai pas parlé de comment ces projets-là avaient été financés, puisque donc ils étaient à l'initiative d'une association et que dès la phase de développement, il faut payer un certain nombre d'études pour pouvoir monter le dossier de demande d'autorisation. Et donc ils ont fait le choix de financer eux-mêmes ces études de façon à pouvoir garder l'entière maîtrise du projet. Et donc, ils ont créé une société, d'abord une SARL, qui a pu constituer un capital au travers de mobilisations financières vraiment citoyennes, donc des gens en direct et des gens au travers de clubs d'investisseurs, qui sont des indivisions volontaires qui regroupent 5 à 20 personnes, qui mettent un capital en commun et qui peuvent ensuite réaliser des investissements. Donc, ils ont réuni ce premier capital qui a permis de financer les études et d'obtenir les autorisations. Et puis après est arrivée la phase de construction. Et là, il y a eu encore un peu de remous parce que les projets éoliens, c'est jamais très simple, qu'il y a des changements de réglementation, qu'il y a des discussions avec les services de l'État, des discussions avec les fournisseurs, bien sûr, des emprunts à aller chercher, puisque là, sur ces projets-là, on est sur des projets, le premier, il était à 12 millions d'euros, le deuxième, 11 millions d'euros. Donc, ça commence à faire des capitaux importants à mobiliser. Donc, on va chercher de l'emprunt. On apporte à peu près 20% de capital et 80% de dette. Et donc, il faut aller chercher un pool bancaire. Ce n'est pas une seule banque, c'est plusieurs. Et c'était la première fois que ça se faisait en France. Et là, ça n'a pas été évident de trouver une banque qui accepte de suivre et qui accepte de prendre le chef de file de ce pool bancaire pour pouvoir financer la construction. Donc voilà, tout ça, ça prend du temps aussi. Et on a donc fini par trouver une banque qui accepte de faire ça et à pouvoir lancer la construction. Donc voilà, premier parc mis en service en 2014 à Bégan. 1000 citoyens ont participé au financement de ce parc, parce que donc la part de capital apportée en propre, elle a été apportée en grande partie par les citoyens, 1,4 million de collectés. Ensuite, il y a eu également des entreprises de l'économie sociale et solidaire localement, du Pays de Redon, qui ont participé au projet, puisque voilà, c'était aussi la façon de marquer que c'était un projet de territoire. Et puis, il y a un organe d'investissement de la région aussi, qui s'appelle la SAS Élan à l'époque, qui a apporté une part de financement dans le projet. Et le dernier outil, c'était Énergie Partagée, qui est un outil d'investissement spécialisé dans les énergies renouvelables citoyennes. Voilà pour le montage du projet. Et ça m'amène à vous parler du coup un peu des réseaux, parce que donc, au cours de ce montage de projet, on a été bien soutenu par la région Bretagne, et notamment on a aussi travaillé sur quels étaient les besoins pour que des projets de ce type-là puissent aboutir. Et voilà, à force de s'être confronté à ces différentes réalités, on a dit bon, de quoi est-ce qu'on a besoin. On était avec quelques autres projets un peu pionniers de ce type-là en Bretagne, comme sur le Menet, comme quelques projets solaires aussi, là, du côté de Rennes. Et on a vu que ce serait intéressant d'avoir un réseau de ces porteurs de projets, là, citoyens d'énergie renouvelable, pour pouvoir échanger, partager l'expérience, trouver des solutions ensemble, réfléchir sur les solutions juridiques, financières. Et ça aboutit à la création du réseau de porteurs de projets citoyens Taranis. Et l'autre besoin, c'était la collecte d'épargne à plus large échelle que ce qui a pu être fait vraiment très localement, puisque je vous ai dit, là, il y avait des capitaux vraiment importants à mobiliser.
Et donc, ça aboutit à la création d'un outil financier qui est celui d'énergie partagée, qui collecte de l'épargne à l'échelle nationale et qui va pouvoir ensuite investir sur des projets qu'elle aura choisis, qui respectent les critères de projets citoyens d'énergie renouvelable. Donc, quelques chiffres. Sur la Bretagne, Taranis, c'est une 50aine d'adhérents, avec des associations qui sont à l'initiative de projets, des sociétés de projets, en développement ou en exploitation, et puis des collectivités qui soit portent des projets en direct, soit sont en soutien de porteurs de projets sur leur territoire. On a des projets théoriquement sur toutes les filières d'énergie renouvelable, mais principalement sur le solaire photovoltaïque et l'éolien. Voilà. Pour énergie partagée, c'est un fonds d'investissement qui a commencé de mémoire en 2011-2012. Aujourd'hui, on est à plus de 20 ou 25 millions d'euros de collectés. Non, c'est l'inverse. 12 millions d'euros collectés et 20 à 25 projets déjà de financés. Donc c'est des projets importants. Énergie partagée rentre dans les projets dans le capital, de façon à pouvoir participer à la gouvernance des projets aussi. Et ils ont pour objectif d'aider le porteur de projet à compléter le tour de table pour apporter des fonds propres. Donc c'est vraiment dans l'idée d'aider un porteur de projet à aboutir. Voilà. Maintenant, pour vous parler un peu des enjeux de ces projets-là, le premier enjeu, c'est avoir la maîtrise d'un projet sur son territoire. Donc par la définition d'un projet qui est vraiment adapté au territoire, avec les gens qui vont le choisir, le définir et vivre avec. Et c'est eux aussi qui resteront avec ce moyen de production à côté de chez eux et qui, s'ils sont effectivement dans la gouvernance, vont avoir moyen de pouvoir le suivre tout au long de son exploitation et de participer aux décisions nécessaires à son exploitation. Ça, c'est une première chose vraiment importante et qui va aussi, bien sûr, jouer sur l'acceptabilité qu'on peut avoir aussi de ces moyens de production près de chez soi. Un autre impact qui est vraiment très important, c'est celui des retombées financières locales. Ça veut dire qu'on part de ressources qui sont locales, le soleil, le vent, la biomasse, pour produire de l'énergie. C'est vraiment très dommage si les retombées financières sortent du territoire. Or, c'est quand même ce qui se passe avec des projets qui sont développés en privé et qui, très souvent, sont revendus à des investisseurs qui sont en dehors du territoire, voire même en dehors de France. Donc ça, en direct, que ce soit au travers des dividendes, c'est des retombées, ou au travers de la marge qui est réalisée sur un projet, c'est des retombées qui partent du territoire. Donc l'idée avec des projets citoyens où à la fois les habitants du territoire, mais aussi les acteurs locaux, que ce soit les collectivités qui maintenant ont le droit de rentrer dans ces projets-là en direct, les entreprises locales, des organes qui se mettent en œuvre aussi, là, des acteurs comme les syndicats d'énergie, les sociétés d'économie mixte qui sont créées à ces occasions-là. Ce sont des outils qui permettent que les retombées financières, elles restent sur le territoire. Et ça, c'est aussi un aspect vraiment important de ces projets-là. L'idée, c'est aussi, au travers de ça, de pouvoir avoir un œil sur la maîtrise du projet et d'en faire des projets non spéculatifs. Je vous ai parlé de la marge. Voilà, il y a d'une part les dividendes qui vont tomber tout au long du projet, mais il y a aussi la question de la marge qui peut être réalisée par l'entreprise qui le monte. Si c'est des acteurs du territoire, ils vont aussi s'arranger pour que la richesse elle soit distribuée sur l'ensemble des acteurs qui ont participé au projet et des habitants du territoire. Voilà. Et au-delà de ça, bien sûr, avec cette participation citoyenne, c'est toute une dynamique sociale qui se met en place, toute une part des gens qui participent au projet, qui sont sensibilisés à la question de l'énergie, et c'est toute la question de l'appropriation de l'énergie. Vous voyez bien sur votre témoignage sur les îles, l'important pour les gens, c'est on appuie sur le bouton et la lumière s'allume. Ok, ça c'est vrai, et en plus on est hyper habitué à ça parce que notre système de production il est comme ça, il est centralisé et ça marche toujours. Mais voilà, mais en fait, l'électricité et l'énergie, c'est plus que ça, et ça nous concerne, et on a tout à fait intérêt à garder la production près de chez soi pour la maîtriser. Et du coup,
ça sensibilise aussi, enfin, le fait de s'intéresser à la production va forcément aussi interroger sur sa façon de consommer et du coup inviter les gens à réfléchir à la fois aux réductions des consommations, qui est un des enjeux si on veut réussir cette transition énergétique, et puis au rapprochement entre production et consommation pour adapter les temporalités éventuellement, par exemple sur des énergies renouvelables. Je n'ai pas parlé des freins, je vous ai parlé de la belle histoire. Le projet de Bégan, c'est un projet qui est fabuleux, c'est vraiment une très belle réussite. Il reste que la mobilisation, c'est à chaque fois un nouveau challenge. Ruby Dalloen nous a parlé des réussites là, qui se sont passées vraiment, qui sont chouettes sur le projet Solène. Mais en fait, à chaque nouveau projet, c'est une nouvelle histoire, un nouveau contexte, des nouvelles personnes et de nouvelles façons éventuellement d'aller toucher ces gens-là. Donc la difficulté dans ces projets-là, la première, c'est l'amorçage du projet. C'est comment est-ce qu'on va identifier le projet, constituer ce premier groupe qui va effectivement monter le projet, avoir envie d'y consacrer du temps. C'est du temps à passer, c'est sûr. Il faut pouvoir monter en compétences aussi, quand on est, que ce soit citoyen ou que ce soit des élus sur une commune qui ont envie effectivement de prendre part à un projet. Ben oui, on a envie de la maîtrise du projet et on aimerait bien que ça puisse se faire un peu tout seul, mais en fait, ce n'est pas le cas. Donc, effectivement, il y a un moment donné, il faut accepter d'y passer du temps. Il faut trouver aussi les bonnes personnes pour accompagner cette montée en compétences et prendre ce temps de formation qui est important. Donc, voilà, il y a effectivement des organismes qui existent. Le réseau Taranis, c'est aussi un outil, bien sûr, je prêche pour ma paroisse quand même. Voilà, on est soutenu par l'ADEME et la région depuis 2011 pour faire ce travail-là d'animation de réseau, proposer des formations, aider les porteurs de projets à aboutir. Et on espère pouvoir continuer ce travail-là. Il y a eu une réflexion au niveau national l'année dernière sur comment aider justement les projets d'énergie renouvelable et les projets citoyens, qui aboutit à la création d'un fonds d'investissement qui peut intervenir dans les phases de développement, qui est une phase où les capitaux sont relativement risqués, mais aussi d'un dispositif d'animation national qui doit être décliné au niveau régional et qui permet effectivement d'affecter du temps d'animation pour pouvoir accompagner les porteurs de projets sur les territoires pour aider à faire aboutir. Je n'ai pas tout à fait fini. Oui, à côté des fonds d'investissement, mais j'en ai déjà parlé, il y a d'autres outils là, comme les sociétés d'économie mixte qui sont ciblées, bretons, ont créé ce genre d'outils et sont aujourd'hui vraiment impliqués dans la production d'énergie renouvelable. Reste la question de la concertation et du partage de la vision stratégique qu'on peut avoir. Ça reste aussi toujours une vraie question. C'est-à-dire, la concertation, ça n'est pas de la communication. Et ça ne va pas suffire. Les gens, ils ont par-dessus la tête d'images, courriers, affiches, prospectus, flyers. C'est pas ça. C'est aller vraiment discuter avec eux, savoir quels sont leurs besoins, qu'est-ce qu'ils vont attendre. Et c'est vraiment de la co-construction. Et il faut faire cet effort-là et le faire réellement et pas semblant. C'est prendre en compte les paramètres régionaux, les paramètres locaux. Voilà. Et on a parlé un peu tout à l'heure de la PPE, de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Donc moi, j'ai invité tous les gens du réseau effectivement à s'exprimer, parce que pour une fois, quand on nous demande notre avis, c'est le moment de le faire. Donc je vous invite tous aussi à aller donner votre avis sur le site de la PPE. Mais voilà, ça montre aussi toute la difficulté de la concertation, parce que c'est des outils qui sont tellement gros et tellement lourds que voilà, on a un peu de mal à voir quel va être vraiment l'impact. Et en tout cas, les projets locaux qui sont construits par les citoyens, par les collectivités et les acteurs locaux, c'est le moyen vraiment de faire ce travail de construction et d'aller au-delà de la concertation. Voilà, je suis à vous pour les questions.